Devant nous, pendant les 1 heure de temps, je finis juste mon exposé et vous préparez les questions. Donc j'ai 30 minutes à parler et vous 30 minutes à poser les questions. C'est d'accord? On a encore 1 heure, c'est fatigant de parler. Hein? Ça fatigue trop. Mariam, tu n'es pas préparée à parler. Normalement, il fallait qu'on fasse la présentation s'il y a 2. Ok. Donc, on revient. On s'est dit quoi? Pour essayer de récapituler, pour essayer de résumer. Il existe plusieurs types de cybercriminels regroupés en blocs. Le premier bloc va constituer les cybercriminels individuels. Le second bloc, ce qu'on va appeler les activistes. Le troisième bloc, les cybercriminels qui agissent en groupe, mais qui ne sont pas aussi avancés que ceux qui agissent en groupe et sont appelés les APT. On s'est dit que pour essayer de pousser, pour essayer de continuer, pour essayer d'avancer dans la compréhension de comment est-ce qu'ils fonctionnent et pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent, il fallait qu'on comprenne leur motivation. On s'est dit qu'on peut pirater pour voler, pour avoir de l'argent. On peut pirater parce qu'on veut exercer son influence quelque part. On peut pirater parce qu'on veut tout simplement saboter. On peut pirater parce qu'on veut nuire. On peut pirater parce que tout simplement on veut démontrer qu'on est fort. Voilà les raisons qui peuvent nous pousser à pirater. En dehors de cela, on s'est dit que parmi ces pirates informatiques, on a les plus célèbres, on a les plus compétents, on a les plus forts. Célèbres en fonction de leurs exploits, forts en fonction de ce qu'ils font, compétents en fonction des exploits techniques qu'ils sont en mesure de relever. Mais ils ne relèvent pas ces exploits comme ça. Ils le relèvent pour une raison, c'est qu'ils sont comblés. Ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin et ils sont très souvent liés à des États. Vous êtes sans doute, sans ignorer, qu'il y a plusieurs cyberattaques de par le monde chaque jour que Dieu a créé. Mais parmi ces cyberattaques, les unes sont plus spectaculaires que les autres. Parmi ces cyberattaques, il y en a qui font plus mal que d'autres. Parmi les groupes cybercriminels qui sont les plus réputés, qui sont les plus connus, qui sont les plus forts, il est clair qu'on va essayer de lister quelques-uns ici. Ce n'est pas en ordre, j'ai juste pris ça comme ça. Et puis, il est clair que peut-être, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que les groupes qui sont peut-être les plus célèbres, je n'ai pas parlé de ça, je vais parler du groupe Conti, qui a fait très mal depuis sa création jusqu'à maintenant. Il y a des moments où ils ne sont plus en action, il y a des moments où ils reviennent en action, etc. Mais nous allons voir. Le premier groupe, c'est l'APT28, qui est lié, selon les Américains, ou bien selon les Occidentaux, au service de renseignement russe. On les appelle encore les Fancy Bees. Ils ont été connus, justement, suite à leur influence sur l'élection américaine, en fait. Ils ont influencé comment? Imaginez, les élections sont en train d'arriver. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont piraté les boîtes mail des responsables du Parti démocrate et ils ont publié un certain nombre d'informations. Pour les électeurs, c'est quelque chose qui passe mal. Parce que figurez-vous, nous ne sommes pas... Les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun. Ici, on a notre candidat naturel. Même quand il va mourir, il sera candidat. Vous comprenez un peu? Aux États-Unis, il y a encore l'opinion et on fait très attention à l'opinion. Donc, si on apprend quelque chose sur vous, si on apprend quelque chose de négatif de vous, forcément, ça va impacter négativement votre élection, tout simplement. Voici le travail de, même s'il n'était pas seul dans ce coup-là, de l'APT28 ou de Fancy Bee. L'une des cyberattaques les plus spectaculaires, c'est le piratage de TV5 Monde. Imaginez, vous êtes le responsable d'une chaîne de télévision comme Canal 2. Et puis un matin, vous vous réveillez, vous sentez que vous avez perdu le contrôle sur tout. Donc, vos techniciens essayent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire programmer, faire passer, etc. Ils n'arrivent plus. Ce qui est en train de se passer là n'a plus rien à voir avec ce que vous avez programmé et vous essayez tout ce que vous voulez et vous n'y arrivez pas. Voilà ce qui est arrivé à TV5 Monde. Et cette cyberattaque était liée justement au groupe APT28. Si on essaie de revenir sur leur technique ou leur tactique, c'est justement ce qu'on appelle du spear phishing. Le spear phishing est tout simplement
du phishing, mais cette fois-là, ça sera dédié aux personnes précises. Généralement, lorsqu'on veut concevoir une campagne de phishing, qu'est-ce qu'on fait? On fait un message générique, non? Par exemple, comment je vais dire, un mail qui te demande de réinitialiser ton mot de passe, tout simplement. C'est générique. Si c'est Facebook, ça va continuer concerner tous les utilisateurs. Mais sauf que, dans ce contexte-ci, le ciblage est tellement avancé que même les plus gros professionnels dans le domaine de la cybersécurité tombent lorsqu'ils sont pris pour cible. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, actuellement, les entreprises essayent de faire profil bas, tout simplement, c'est-à-dire ne pas se faire voir, surtout auprès des cybercriminels. Et pour certaines cyberattaques, vous allez voir que les entreprises vont refuser toute forme de commentaire. Il n'y a que, par exemple, le contexte réglementaire, les réglementations qui sont en vigueur, qui vont, par exemple, obliger les entreprises à communiquer à leurs clients sur les cyberattaques qui ont eu lieu. Par exemple, heureusement, dans notre contexte, Paul Biya, ou plutôt le gouvernement camerounais a promulgué, Paul Biya, oui, c'était lui, ce n'était pas le gouvernement, a promulgué une loi en fin d'année-ci qui parlait justement de la protection des données à caractère personnel. On va y revenir peut-être bien. On a le groupe Lazarus, qui est justement lié à la Corée du Nord. Et selon les Occidentaux, je répète selon les Occidentaux, parce que ce sont les Occidentaux qui disent tout ce qu'on dit là. Et tout à l'heure, on a parlé de l'influence. Et je vous ai dit que tout ce qu'on dit, même la manière dont on le dit, c'est parce qu'il y a des personnes qui décident qu'on dise de cette manière. Réfléchissez, c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous voyez un peu. Il n'y a qu'ici en Afrique, on croit au hasard. On se dit que le monde avance comme ça, comme un chien errant. Non. Le monde, il y a des personnes qui se disent que aujourd'hui, telle chose aura lieu. Là-bas, telle chose aura lieu. Ici, il y aura telle chose. Là-bas, on doit leur faire ceci. Là-bas, 2 personnes doivent mourir de faim. Ce sont des personnes qui décident. Et c'est qu'il y a des croyants ici. Désolé pour vous. L'objectif principal du groupe Lazarus, c'est justement générer des revenus. Ils ont été très, très connus pour ça. Parce que voyez-vous, la Corée du Nord est un État qui est présenté comme un État en déficit, un État qui est bancal économiquement. Donc, l'action de ce groupe, ou plutôt l'objectif de ce groupe, sera de faire des cyberattaques massives, mais dans l'objectif de faire revenir de l'argent dans leur contexte économique. Et justement, ils ont eu à siphonner plus de 81 millions de dollars à la Banque de Bangladesh, et ils sont à la tête d'une des cyberattaques les plus médiatisées qui soit, qui était WannaCry, ou plutôt, je parle même des cyberattaques, d'un malware, justement, qui était lié à l'infection des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. On a parlé de WannaCry. On pourra peut-être éventuellement y revenir dans d'autres contextes. On a, je vais où je descends, on a l'équation groupe. Lorsque vous serez en train de faire des recherches sur Internet par rapport aux groupes de cybercriminels les plus puissants, les plus dangereux, les plus malveillants, les plus tout ce que vous connaissez, curieusement, vous n'allez pas voir celui-ci. On est d'accord? Vous allez voir les APT 1, 2, 3, 4, les APT 10, 30, 40, vous allez tout voir qui sont liés à Israël, Russie, Chine et tout ce que vous avez. Mais celui-ci, il va vous falloir faire un peu d'effort pour le voir. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Non, tous opèrent dans le noir. Tous. Ça, c'est un fait. Non. Il n'y a pas une proposition. Pourquoi? Selon vous, pourquoi est-ce que vous allez voir très peu d'informations sur ceci? Normalement, quand vous faites trop de dégâts, on vous voit bien plus. C'est ça, non? Tout simplement parce qu'ils sont liés à la NSA. Ce sont les Américains. Et les Américains sont les personnes les plus bonnes qui soient. Ils ne font jamais de mal à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ce groupe APT est l'un des groupes qui a fait le plus de mal au monde et ils n'ont ni amis ni ennemis. Ils n'ont que leur intérêt. Vous comprenez un peu, mais curieusement, les moins médiatisés qui soient. Vous comprenez? Vous allez voir, ce groupe de cybercriminels est lié au piratage du programme nucléaire iranien via Stuxnet. Oui, ça va sortir à la télé, il ne faut pas qu'ils disent n'importe quoi. Stuxnet,
C'était le groupe C. Ils sont liés aux collectes de renseignements au Moyen-Orient, au Liban, en Israël. Israël, vous allez vous dire, c'est l'allié historique des États-Unis, mais ça n'empêche pas qu'on les pirate, qu'on les surveille. Ils sont liés au programme Duku, dont l'objectif était de collecter et de préparer les cyberattaques futures et similaires à Stuxnet. Parce qu'ils se sont dit, nous avons bloqué, nous avons sapé, nous avons saboté le programme nucléaire iranien et ça a marché. Donc du coup, il faut qu'on soit en mesure, si on le souhaite, de stopper n'importe quel programme, que ce soit un programme nucléaire ou dans d'autres contextes, de n'importe quelle entreprise industrielle qui soit dans le monde. Et c'est là le programme Duku. Vous allez aussi voir qu'ils sont liés au programme GUS, dont l'objectif est de surveiller toutes les transactions financières. Ça veut dire que si vous êtes dans telle partie du monde où justement leur attention est, si vous transférez 5 francs d'un compte à un compte X, ils doivent savoir. Ça, ce sont les Américains. Ils sont liés à Eternal Blue. Eternal Blue est tout simplement une vulnérabilité qui touchait le protocole SMB sur les machines Windows. C'est une vulnérabilité qui a été trouvée par le service de renseignement américain. Et au lieu de proposer à l'entreprise qui est dite Windows, justement Microsoft, pour qu'ils essayent de proposer une solution, ils se sont dit non, c'est un bon point. On peut l'utiliser pour pouvoir surveiller le maximum de monde qui soit. C'est toujours eux. De 2011 à 2017, il y a l'opération Regin, l'équation de... Bref, si vous parvenez à trouver les informations sur ce groupe, vous allez voir qu'ils sont... Donc, tout ce que les autres groupes font là, ce n'est rien comparé à ce que ceux-ci font. L'avantage, c'est que quand tu es le fils du boss, qui peut te critiquer? Qui peut te bouder? Vous entendez le langage de Trump. Dites-vous bien que ce qu'il dit devant les gens et de manière politique, de manière diplomatique, il le pratique bien plus. Quand il dit par exemple, c'était hier ou avant-hier, au forum de Davos, il dit, oh vous, businessman, milliardaires du monde, venez investir aux États-Unis. On va vous laisser faire ce que vous voulez. Mais tentez d'investir ailleurs, moi je vais vous montrer. Comprenez un langage en plein 21e siècle. Donc quelqu'un qui menace les gens parce qu'on n'investit pas, ou bien il dit carrément que si vous n'investissez pas, moi je vais vous punir. Ça, ce sont les Américains et c'est tout eux. Dans le monde, dans le cyberespace, c'est encore plus grave encore. Et personne ne va broncher. Il y a quelques jours avant son investiture, il a parlé d'annexion du canal de Panama, du Groenland, d'arrêter. Il a dit qu'il va arrêter. Il continue de dire. Et il va le faire. Curieusement, personne ne parle. Pourtant, Poutine a juste lancé quelques bombes en Ukraine. Donc, même pour respirer, à un moment donné, on allait nous dire qu'on a coupé l'air. On a coupé l'air là-bas en Ukraine, donc du coup, ça peut... Et c'est ça, la réalité du contexte informationnel, c'est que la loi du plus fort, ou plutôt, la vie du plus fort est toujours favorable, en fait. Vous comprenez un peu. Imaginez-vous, votre oncle qui est porteur, même s'il fait mal, et ça vous allez dire. Vous allez juste... Tente alors de dire, non. Tente alors de dire. Et c'est justement ce que l'oncle s'y fait. L'oncle Sam, ils sont parfaits. Ils ne font jamais rien. Ils ne font. Et c'est justement c'est grâce à Edward Snowden que nous avons toutes ces informations sur les opérations qui sont menées par les services de renseignement américains et bien d'autres informations encore. Mais dites-vous bien que ça n'a pas été facile en fait. Ensuite maintenant, nous avons, je crois, le dernier groupe cybercriminel dont nous allons parler. Et ce groupe a une particularité, c'est qu'ils avaient piraté une entreprise camerounaise. Revenons ici. Facebook. Nous sommes le 13 septembre 2024. Bien avant, je pense que c'était le 10 septembre, des informations commencent à nous remonter selon lesquelles les informations de l'ensemble de la clientèle de la CNPS est disponible sur Internet et entre les mains des cybercriminels. Voilà l'information qui nous remonte. Pendant que dans le contexte, dans le monde de la cybersécurité, on essaye de se casser la tête pour essayer de voir
Quel est le groupe de cybercriminels lié à ceci? Comment est-ce qu'ils ont fait? Voici ce que nous pensons la CNPS. Et lisons ensemble le communiqué. La CNPS porte à la connaissance de l'opinion publique, des assurés sociaux et des partenaires que de prétendus influenceurs sur les réseaux sociaux, comprenez le langage, qui colportent avec une délectation malveillante des informations relatives à la CNPS, aussi fausses soient-elles, diffusent des nouvelles laissant croire que le système d'information de la CNPS serait piraté et que toute sa base de données serait entre les mains des personnes non indiquées. Pour terminer, ils disent qu'ils menacent de les publier faute de paiement de rançon. Le directeur général de la CNPS, pour rassurer ses clients, à ses propos, à ce jour, le système d'information de la CNPS fonctionne normalement. Erreur. Les groupes de cybercriminels, les APT, ne piratent pas pour stopper le fonctionnement de votre système d'information. On a parlé du programme Stuxnet. Dites-vous bien que pour pouvoir saboter le programme nucléaire iranien, ils avaient intérêt à ce que le système d'information fonctionne correctement. Dites-vous bien que pour que le programme, les pirates russes, puisse durer le plus longtemps possible à l'intérieur de la Banque centrale américaine, ils ont intérêt que tout soit normal. On ne doit rien remarquer d'anormal. Et ça, c'est la particularité des APT. Et c'est justement pour ça que la modélisation de la menace à l'intérieur d'un système d'information aura pour rôle justement de vous permettre de savoir qui peut avoir de l'intérêt pour quel actif informationnel dans votre système d'information. C'est très important. Là, ils ne l'ont pas fait. On sent que c'est je dirais quoi, quelqu'un qui a eu sa maîtrise en informatique en 90 ou quelque chose du genre et qui n'a même jamais lu un livre qui a écrit ça. Reste à savoir si on a même associé un informaticien à ça. Combien de fois un expert en cybersécurité? Mais il continue. Mais il a été aisé d'établir des relations étroites entre ces chanteurs, s'étant par ailleurs à plusieurs reprises butés à notre fin de non-recevoir, de leur accorder des subsidies aussi malhonnêtement sollicités. En tout état de cause, les informations présentées comme confidentielles et susceptibles d'être divulguées par ces truands à col blanc sont libres d'accès. Ici, tu es une entreprise occidentale et tu tentes de dire ce que tu as dit là, tu vas lire l'heure. Même si tu es l'entreprise de 2 États, ça sera ton problème. Donc, genre, la CNPS collecte l'ensemble de données de l'ensemble d'utilisateurs. Informations sur l'état de santé. Notez bien, parce que quand tu parles, il y a une section à la CNPS où tu dois justifier de ta maladie ou quelque chose du genre, non? Les informations sur l'état de santé, les informations sur le numéro de téléphone, la localisation, les adresses e-mail, l'argent que tu gardes, en fait. Et puis, il dit que quoi? Sont libres d'accès. Sont libres d'accès dans la mesure où la CNPS applique une politique de transparence exemplaire dans ses activités. Waouh, papa. Ce n'est pas parce que dans ta maison, tu ne caches pas la tête d'une personne que n'importe qui doit foutre ton nez à l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Si tu arrives, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas dans ta maison, et puis la personne dit, j'aimerais savoir comment tu fonctionnes, comment ta maison s'y est constituée. Gars, tu vas d'abord dire, oh, tu voulais voler. Tu voulais voler. Mais c'est justement ce qu'on nous sert ici. Et pour moi, c'était l'une des humiliations qui puissent exister, car ce communiqué avait démontré une chose, l'incompréhension qui existe pour l'ensemble de nos dirigeants, pour l'ensemble des dirigeants des grandes entreprises camerounaises. La cybercriminalité, plus encore, les groupes APT représentent encore une espèce de nébuleuse. Nébuleuse parce qu'on a une bande de dirigeants qui refusent ne serait-ce que d'apprendre. Ils peuvent faire des siècles. Et au moins, apprenez. Le monde change, changez avec le monde. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ça, vous allez vous rendre compte, je vais vous dire, ça résume la mentalité qui règne à la tête de toutes les grandes entreprises camerounaises et institutions étatiques sans exception. L'entreprise au Cameroun qui est liée à la sécurité des systèmes d'information des entreprises de l'État, c'est la CNPS. Appelons ça, c'est l'antique. C'est l'antique.
Appelons ça entreprise. Mais, lorsqu'on va arriver sur l'étude des moteurs d'exposition, tu vas te rendre compte, pour pleurer, que l'antique, quand tu vois certaines vulnérabilités liées à l'antique sur Internet, tu te dis, mais tu ne te sécurises pas, tu vas sécuriser qui? À un moment donné, il faut être sérieux. Et malheureusement, ça, c'est notre réalité. On se bat comme on peut. On se bat comme on peut. Mais, quoi? Il y a plusieurs articles qui sont sortis. Oh, le directeur de la CNPS a dit que on n'a pas touché. Mais lorsqu'on a essayé de profiler les cybercriminels qui étaient derrière cette cyberattaque autour de la CNPS, il y a eu plusieurs conclusions qui sont tombées. Le nom, c'est Space Beer. Si on s'en tient au nom, on dirait que c'est lié à la Russie, tout simplement. Et ce groupe de cybercriminels était dangereux dans la mesure où ils ont commencé à opérer à partir de 2024. Et généralement, lorsque les cybercriminels commencent à opérer, ils ont besoin de faire beaucoup de bruit. Donc, ils ont besoin de têtes à couper pour démontrer aux autres que si je te demande et que tu ne me donnes pas, tu vas lire l'heure. Donc, ils étaient dans une phase de démonstration, en fait. Et ils l'ont fait puisque les données ont été publiées. À noter que ce groupe de cybercriminels appelé SpaceBee utilise un service qui actuellement pose un gros problème dans le secteur de la cybersécurité. On parle de ransomware as a service. Avant, pour pouvoir utiliser un outil, pour pouvoir utiliser une solution, il fallait appeler tous tes amis pour que vous puissiez développer cette solution-là et le développement pouvait être coûteux, tant en termes d'argent qu'en termes de ressources humaines je vais dire quoi? À collecter au sein de cette cause. Actuellement, ce n'est plus le cas. Nous vivons à l'heure de la dématérialisation, à l'heure du cloud computing, et nous avons tout un ensemble de services autour du cloud computing. C'est pour ça que les cybercriminels ont aussi réfléchi. Actuellement, il y a du DDoS à ce service. Ça veut dire quoi? Je veux je veux faire du mal au système d'information d'une personne et n'ai plus besoin de développer moi-même les outils. Et pas dire que mon frère, toi qui es plus expérimenté, loue-moi ton outil que vous avez passé le temps à expérimenter et veut juste utiliser pendant 2 heures pour démontrer aux gens là qui ne sont rien. On dit, tu as combien? Dit, j'ai $20. Donne l'argent. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, ce groupe de cybercriminels, ils utilisent du ransomware as a service qui est lié au groupe Phobos pour pouvoir opérer. Et malheureusement, la CNPS n'était pas l'unique entreprise qu'ils ont piratée pour le compte de 2024. Il y a d'autres entreprises comme Itera US Inc. dans le domaine des télécommunications, Mesopolis dans le domaine de l'immobilier et Cortex, Chiropractic and Clinical Neuroscience dans le domaine pharmaceutique et tout ce qui va avec. Donc voilà pour citer quelques entreprises qui ont été aussi victimes du groupe qui a piraté la CNPS et la CNPS ne comprenait rien et parlait de lanceurs d'alerte. Malheureusement. Donc, on va continuer prévention maintenant. Ici, on parle de la prévention. Quelles sont les stratégies clés pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité, que ce soit cette cybercriminalité qui est symbolisée par les groupes individuels ou la cybercriminalité qui est symbolisée par les groupes APT. Dites-vous bien, heureusement, que les APT ne ciblent pas tout le monde. Ils ont leurs cibles qui sont très précises. Et généralement, il y a des objectifs politiques, il y a des objectifs lourdement économiques. On a pris l'exemple de Lazarus qui a, par exemple, extorqué 81 millions de dollars à une banque. Heureusement pour nous, personne de nous n'a 81 millions de dollars. Donc, on peut applaudir pour nous-mêmes. Là, on ne va pas nous pirater. On va pas nous pirater. Donc maintenant, on va parler de protection. Comment est-ce qu'on fait pour protéger l'ensemble de nos entreprises? Mais on ne peut pas parler de protection de nos entreprises sans d'abord parler de notre propre protection personnelle. Comment est-ce qu'on fait pour nous protéger, nous? La première des choses, c'est la prise de conscience. Vous comprenez? On doit comprendre que ce phénomène, la cybercriminalité, n'est pas pour les autres. En fait, quand on raconte pour les autres comme ça fait rire. Mais quand ça arrive sur nous,
Ça fait tellement mal. Tellement mal. Ça fait tellement mal au point où on s'est dit que, ouais, si je savais, je prenais des mesures en amont pour pouvoir protéger mon système. Alors, au sens personnel, tous ici, on a des comptes, bon, presque tous, on a notre banque qui est liée en ligne. Qui utilise la banque en ligne ici? Voilà, des services de banque en ligne. Donc, on a des comptes qui sont liés en ligne. En dehors de ça, on a des réseaux sociaux. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde a les réseaux sociaux ici. En dehors de ça, on a une vie sur Internet. Et la première des choses, c'est de prendre conscience de l'existence de justement ces cybercriminels. Le deuxième point maintenant, c'est d'apprendre les mesures basiques d'hygiène cyber. Par exemple, quoi? Faire la mise à jour au quotidien, savoir comment créer le mot de passe, ne pas réutiliser les mots de passe. Je sais que dans les faits, c'est compliqué. Même moi, je réutilise très mal les mots de passe. Trop mal, vous comprenez. Heureusement pour nous, il y a des services de Google qui sont censés vous alerter. Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a des alertes qui vous remontent lorsque vous réutilisez les mots de passe sur plusieurs services ou lorsque les mots de passe que vous utilisez ont fuité. Google, ça, il le fait plutôt bien. En dehors de cela maintenant, utiliser plusieurs mots de passe est très compliqué. Donc, généralement, il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, tout simplement un outil qui va se charger d'être le petit coffre-fort de l'ensemble de ton mot de passe. Et quand tu veux te connecter, il te propose et puis là, ça permet d'avoir plusieurs mots de passe. Il faut éviter de se laisser attirer par la patte du gain. En aucun jour, vous n'allez cliquer sur un lien pour aller au Canada. On a des frères au Canada, demandez, ils ont cliqué sur quel lien pour être là-bas. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. En dehors de cela, dites-vous bien qu'en fêtant son anniversaire, MTN ne partage pas le crédit. Ça n'arrive pas, ça ne va pas arriver. Il est clair que MTN aussi ne facilite pas, ne nous facilite pas la tâche, parce qu'actuellement, ils sont en train de partager les voitures. Tu vois un peu. Après ça, il y a un petit qui va profiter derrière, générer un petit lien là et dire que puisque MTN partage les voitures, moi je partage les mégas. Et puisque les mégas représentent des ressources particulièrement difficiles à avoir, hein, il y a des gens qui feront n'importe quoi juste pour avoir 1 giga d'internet ou quelque chose du genre gratuitement. Parce qu'on n'aime pas payer en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire avoir. Un jour, toujours ici, j'ai reçu un ami. L'ami là me disait toujours que j'ai vu des messages qui ont été envoyés à certains de mes contacts sur Facebook, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce message. Il dit qu'on t'a piraté. J'ai directement dit qu'on t'a piraté. Mais sauf que ça ne s'est pas arrêté là. En ce moment, son téléphone dérangeait. Donc, on ne pouvait pas manipuler son compte Facebook. Puis, qu'est-ce qui se passe? Le petit cybercriminel, il a déjà accès à Messenger, donc à l'ensemble des contacts. Et les belles filles, on aime trop vous pirater. Et quand vous piratez, on ramasse tous les gars qui courent derrière vous là. On les ramasse one by one. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Et à peut-être 60 ou 70 gars à qui elle a écrit via son compte, ils ont tous répondu. Donne-moi ton numéro, je vais t'envoyer un code pour que tu aies Internet. Il envoie. Boum. Et parfois, quand on t'envoie comme ça, c'est la fille peut-être à qui tu as déjà envoyé plusieurs messages, elle n'a pas répondu. Puis un jour, elle arrive. Donne-moi ton numéro là. Tu te dis que oui, enfin, elle va accepter. Et pourtant, c'est un cybercriminel. C'est comme ça qu'on a piraté. Après, 30 minutes après, les mêmes gens ont commencé à appeler directement au téléphone que tu as pris mon numéro et puis mon compte est parti. Elle disait seulement que je suis mort. Il dit que ce n'est pas de ta faute. De toutes les façons, ton téléphone a un problème. On ne peut pas manipuler ton compte Facebook pour supprimer ceux qui ont accès à ton compte. Mais ça, c'est un exemple de piratage en chaîne. Quand on vous pirate, nous les hommes, quand on nous pirate, ce n'est pas trop grave. Parce que si elle t'écrit pour te dire n'importe quoi, facilement tu vas réfléchir. Par contre, si c'est une petite qui t'écrit, ça enlève tout ton mécanisme de réflexion, là, ça met à côté. Tu ne vois que la femme devant toi. Et les pirates savent prendre, comment je vais dire, tirer profit de tout cet ensemble de facteurs qui sont sociaux. À noter aussi que la cybercriminalité touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Notez aussi ça quelque part, et c'est un fait. Malheureusement, ça ne se raconte pas trop. On va trouver un moyen de raconter ça. Donc, pour le sens personnel, je pense qu'on s'est introduit. Maintenant, dans le contexte d'entreprise, il y a l'analyse des indicateurs de compromission. Parlant des indicateurs de compromission, je vous ai pris un exemple tout à l'heure.
en disant par exemple que pour ceux qui surveillent l'ensemble de leur serveur, vous allez vous rendre compte que vous avez un trafic régulier, un nombre de requêtes que vous recevez journalièrement. Si cette requête se met à augmenter de manière spectaculaire, pourtant il n'y a pas par exemple une campagne marketing qui est censée ramener ces requêtes-là, sachez que vous êtes peut-être en train de subir une attaque et ça va constituer ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Dans le cadre du serveur, c'est ça. Même à l'intérieur du réseau, vous allez voir avec des outils comme Wireshark, qui sont des outils qui nous permettent justement de surveiller l'ensemble des trafics de nos réseaux. Avec ces outils-là, vous allez voir l'ensemble des requêtes qui entrent et sortent de votre système d'information, d'où ça vient, d'où ça part, etc., etc. Et c'est justement avec ces outils, en y travaillant de manière un peu plus poussée, un peu plus creusée, vous allez pouvoir détecter des anomalies à l'intérieur de votre réseau. À noter qu'il y aura toute une conférence autour de Wireshark et justement les indicateurs de compromission. Là, ça va un peu tamiser en fait, parce que ça sera plus technique. Donc, la surveillance constante des anomalies dans le système d'information et la détection des comportements inhabituels. Donc, si vous observez quelque chose qui est inhabituel, remontez directement à l'ensemble de vos responsables. On a les approches techniques avancées pour l'utilisation des EDR pour un suivi en temps réel de l'ensemble des terminaux qui ont accès au réseau. Que ces terminaux soient des terminaux mobiles ou des terminaux fixes, tout ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un œil là-dessus. Il y a des services qui sont dédiés à ça dans les grandes entreprises. Mais en dehors de cela, dites-vous bien que l'ensemble de vos entreprises ont besoin d'être éprouvées par des cybercriminels. Non, pas des professionnels ou pas des hackers. N'employez pas le mot cybercriminel, qui ont les mêmes compétences que les cybercriminels, mais cette fois-là, qui sont du bon côté. Leur objectif étant de trouver les vulnérabilités, d'éprouver votre système d'information et de vous proposer des solutions. Ça peut se faire dans un contexte de red teaming ou dans un contexte de pentest normal, tout simplement. En dehors de cela, vous devez segmenter le réseau. La segmentation du réseau permet de contenir une cyberattaque lorsqu'elle est en cours. Et enfin, des questions. J'ai un peu respecté l'heure. Je suis avec vous. Si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas de questions, on se dit au revoir, on fait la photo de famille et puis on part. Vas-y. Dans quel contexte? Bon, le contexte de la création de Linux par Linus Torvalds est un peu particulier parce que nous sommes à la naissance d'Internet, nous sommes à la naissance de, à l'arrivée sur le marché des systèmes d'exploitation, de la plupart des systèmes d'exploitation là qui appartenaient justement à des entités, appartenaient justement à des entreprises. Puis maintenant, Linus Torvalds, qui est celui qui est à la base justement de ce projet, se disait, c'est un geek, c'est un hacker parfaitement, extrêmement expérimenté. Lui, dans sa tête, il se disait que bon, je veux quelque chose qui soit libre, je veux quelque chose qui soit accessible à tous, je veux quelque chose qui résolve beaucoup plus de problèmes que ce que nous avons autour de nous actuellement, tu comprends un peu. Et actuellement, il a réussi son pari, même si on a actuellement plusieurs versions de Linux maintenant qui sont propriétaires, qui ont été acquéris par les entreprises. Il faut noter que le noyau de Linux, ça reste gratuit pour tout le monde. Et toi, tu peux prendre et personnaliser comme tu veux dans ton contexte et faire de ça ce que tu veux, tout simplement. J'espère avoir bien répondu, hein, parce que c'est toute une histoire là. Et si les exploits, je me dis, vous avez parlé des exploits donc, de l'armement. Est-ce que si un cybercriminel veut s'armer, comment il va procéder pour s'armer? Si peut-être il utilise un ancien système, est-ce que ça peut aider dans le nouveau contexte avec les anciens exploits? Comment je vais dire? Au courant de notre formation,
on va arriver sur un module appelé l'utilisation des exploits publics et privés. Tu comprends un peu? Donc, actuellement, je te parle de l'armement, hein, l'armement qui se fait en fonction de notre contexte. Donc, toi, en tant que pentester, pour te armer, tout ce que tu as à faire, c'est après ton travail de reconnaissance, tu vois un peu, tu pars sur les bases de données publiques comme Exploit Database ou bien tu pars sur les frameworks C2 comme Metasploit qui ont déjà des exploits compilés et propres à des contextes spécifiques. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Je suis en train d'auditer un système d'information, un système informatique. Et à l'intérieur de ce système, j'ai trouvé une machine Windows avec le port SMB qui est ouvert et justement sensible à l'attaque Eternal Blue qui a été utilisée par plusieurs groupes cybercriminels pour faire leur sale besogne. Tu vois un peu. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir l'exploit qui me permet d'exploiter cette vulnérabilité-là? Tu te rends tout simplement sur les bases de données d'exploits publics. Tu comprends un peu? Tu télécharges l'exploit, tu l'exécutes. Si tu as un framework C2 comme Metasploit, c'est automatisé. Tu vas juste chercher, on va y arriver. Tu vas juste faire une petite recherche et puis tu charges, comme si tu chargeais une arme et puis boum. Mais ce qui fait la particularité de ces cybercriminels, c'est l'utilisation des exploits inconnus. On parle des exploits 0D. Voyez-vous, à la source, Eternal Blue est un exploit qui a été découvert par les services de renseignement américains via leur branche cyberarmée. Vous comprenez un peu. Et au lieu de divulguer, lorsqu'un exploit est divulgué, on lui confère ou bien on lui assigne un CVE. Un CVE qui est tout simplement, je dirais quoi, l'identité, le numéro d'identité d'une vulnérabilité qui a été trouvée. Donc, au lieu que cet exploit soit publié ou bien cette vulnérabilité soit publiée afin qu'on puisse y apposer une correction, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent cela pour eux et décident de l'exploiter. Maintenant, puisque c'est privé, puisque c'est eux, ils ont trouvé et ils l'ont dit à personne, on parle là d'exploit 0D, donc d'exploit qui n'est connu par personne. Tu comprends un peu? Et c'est justement le fait de trouver les exploits 0D qui va fonder la particularité de cybercriminels de type APT, parce que c'est ça qu'ils vont plus traquer, parce que c'est là-bas qu'il y a de l'impact, tu vois un peu. Normalement, lorsque c'est publié, il y a des correctifs qui sortent et puis ça passe plus facilement. Donc toi, en tant que pentester, tu vas pour te armer utiliser ce qui existe déjà. Si tu arrives au niveau où tu travailles, par exemple, pour un groupe de cybercriminels ou bien des APT pour un État, on ne sait jamais, peut-être Paul Biya peut changer, il décide de créer une cyberarmée pour il décide de créer une cyberarmée pour le Cameroun et puis vous êtes employé à l'intérieur. Forcément, maintenant, vous allez développer vos propres exploits en interne. Et le développement d'exploits est l'une des spécialités toujours en cybersécurité. Les gens fuient parce que c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça que ça se passe pour les exploits, en fait, pour l'armement. Ça va, on a fini? Allez-y. Nous sommes d'accord que la CNPS a très mal réagi à l'appel des cybercriminels. Étant un dirigeant de la CNPS, comment réagir à une cybercriminelle? Lorsque on se rend compte, malheureusement, que les pirates détiennent l'ensemble de nos informations, la première des choses, pas même la première des choses, puisque bon, la première des choses, c'est la communication de crise, naturellement. On essaye d'abord en interne d'échanger avec toutes les équipes concernées, les équipes techniques principalement. Ce n'est pas sur un coup de tête, vous comprenez. Et l'échange va constituer sur l'évaluation de la situation. Notre système d'information a été atteint. Est-ce qu'il s'agit juste d'une fuite de données qu'ils ont exploitée comme ça? Est-ce que notre système d'information a été compromis? Si oui, à quel niveau? Etc., etc. Voilà en interne ce qui va se passer. Maintenant, en externe, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'éviter des commentaires ou bien des publications à charge, comme ils sont en train de faire, insultants à la limite. Tu insultes qui? Tu te bats avec qui? C'est l'air, c'est personne. Tu comprends un peu? Il n'y a personne. On essaie de faire une petite communication pour rassurer l'ensemble de la clientèle, mais plus en mettant un accent sur le fait qu'on est en train de travailler pour que tout revienne à la normale, ou bien on est en train de chercher à comprendre ce qui se passe
en interne. Vous comprenez un peu? Et mettre les experts sur le coup pour essayer de vérifier si les informations qu'ils ont à leur possession sont justement ce qu'ils prétendent en fait. Parce qu'il y en a qui disent que nous avons vos informations, pourtant c'est faux. Ça arrive, vous comprenez un peu. Donc on vérifie si les informations qui sont à leur possession sont des informations compromettantes. Mais là, nous sommes loin du compte puisque le directeur de la CNPS dit que nos informations sont disponibles à tout le monde peut l'avoir et là, ça crée un autre problème. Une fois qu'on a vérifié maintenant, on essaie maintenant de, comment je vais dire, on parle souvent d'investigation forensique, dont l'objectif sera tout simplement de faire quoi? De déterminer les points d'entrée. Les serveurs ou les clients qui ont été compromis, essayez d'enquêter. Bon, enquêtez si vous n'avez pas trop d'argent ou bien si vous n'êtes pas, comment je vais dire, si vous n'êtes pas trop fort. Vous n'allez pas y arriver. Enquêter, c'est justement pour les grosses agences fédérales américaines et tout ce qui va avec, parce qu'ils ont les moyens de pouvoir les traquer. Mais à notre niveau, on se limite à contenir la fuite d'informations en mettant les experts pour qu'ils comprennent les points d'entrée. Ça, c'est un. Essayer de voir comment colmater les trous. Et après, maintenant, on essaie de voir comment upgrade tout simplement le système de sécurité qui était en interne. Voilà comment moi, j'aurais fait tout simplement. Ça dépend. Dans le cadre de la CNPS, ils ont été clairs. Leur système d'information continue de fonctionner. Ça, c'est un cas. Dans le cadre de Colonial Pipelines, qui est justement le pipeline qui... Bon, prenons par exemple le cas du pipeline Tchad-Cameroun. N'allons pas trop loin. Donc, imaginons, nous connaissons tous la quantité de carburant qui transite sur ce tuyau entre le Tchad et le Cameroun, et nous connaissons tous qu'il s'agit des milliards. Vous comprenez un peu. À partir de l'instant où les cybercriminels font stopper ce système-là, chaque minute qui passe fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises partenaires. Vous comprenez un peu. Alors, à partir de cet instant, il n'est plus question de montrer les biceps pour se dire qu'on est fort. Il est question de céder à la pression. Il est question de voir comment stopper cette pression-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Généralement, ils ont payé. La plupart d'entreprises payent, même si officiellement on dit qu'on ne traite pas avec les cybercriminels parce qu'ils vont revenir encore et encore et encore. Tu comprends un peu? Mais pour Colonial Pipelines, on parlait de 12 millions perdus chaque minute. Donc, 1 heure, imaginez. 2 heures, imaginez. À un moment donné, vous allez aller payer seul. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle on est. Vas-y, dis qu'on paye ou on ne paye pas, ça dépend. Bon, vous avez énuméré vers la fin un dernier point en disant que la cybercriminalité touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et toujours? Touche beaucoup plus Oui. les femmes que les hommes. Oui. Maintenant, est-ce que c'est dans le sens de l'impersonnalisation, genre je me fais passer pour quoi et j'envoie les messages, ou bien c'est un problème, je ne sais pas, peut-être de connaissance en la matière. C'est pas question de connaissance, en fait. Il y a quelque chose sur l'être humain. C'est pas quelque chose qui est quantifiable, c'est pas quelque chose qui est contrôlable. C'est l'émotionnel, en fait. Tu comprends un peu, l'émotionnel. On est tous d'accord que les femmes sont plus émotives que les hommes. C'est là qu'on les touche. Tu comprends un peu? Dites-vous bien que... Je vais prendre quel exemple? Lorsque nous sommes dans le contexte de social engineering, l'objectif est de mimer au maximum possible qui on veut être. Tu comprends un peu? Je vais te prendre un exemple. Je vais prendre 2 ou 3 exemples pour qu'on essaie de comprendre la différence émotionnelle qui existe entre l'homme et la femme. Faites bien ce constat. Dans les années 2016 à 2020, je draguais beaucoup sur Facebook, mais je ne draguais pour rien et je n'échouais jamais. Pourquoi? Quand j'arrivais, par exemple, pour une personne qui m'intéresse, pour une fille qui m'intéresse, je suivais ses commentaires. Tu comprends un peu? Une fille qui a un problème émotionnel, son commentaire sur Facebook va te trahir. Aujourd'hui, on a même les statuts WhatsApp. C'est très facile. Un commentaire. Il y en a qui vont dire non, ce que je publie, ce n'est pas ma réalité, c'est faux.
Ce qu'on publie, ça relève de nous. Tu comprends un peu, non? Il y en a qui vont cacher tant bien que mal, mais ça relève de nous. Je vais progresser rapidement. Donc, ce qu'il était en train de dire, c'est que j'allais en fonction des commentaires. Une fille qui est fiancée, une fille qui est dans un couple qui dandine, une fille qui est fatiguée de se faire manger son cœur comme la viande du soya, une fille qui est déçue, une fille qui veut à tout prix brise, une fille qui veut de l'argent, tout ça se lit et se manifeste à travers leurs faits et gestes sur Internet. Tu comprends un peu? Alors, que je sois une simple personne ou un cybercriminel, je sais lire ces émotions-là. Et ces émotions peuvent être activées contre ces filles. Ça, c'est le premier point. Ça me concerne moi. Maintenant, prenons le cas des cybercriminels. Il y a une émission, ou plutôt un documentaire qu'on prépare, qui va s'intituler « Dans l'univers de la cybercriminalité ». Et dans ça, je reviens sur un fait. Pour qu'un cybercriminel vous prenne en partie, vous, femmes, dès qu'il entre sur votre profil, il regarde votre qualité de greffe, vos qualités de photo pour déterminer le type de téléphone que vous utilisez, il regarde, bref, il est en mesure de déterminer en amont si tu manges 3 fois par jour ou pas. Et généralement, c'est si tu manges 3 fois par jour que tu es intéressant parce qu'après, il va falloir que tu donnes de l'argent. Ici, je te parle juste du profilage. On est en train de dresser le profil d'une personne qu'on est censé attaquer par la suite. Nous ne sommes pas encore dans l'attaque. Une fois que nous avons choisi notre cible, en fait, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a mentionné dans le contexte du MITRE et dans le contexte du framework de Lockheed Martin, c'est que chacun a un centre d'intérêt. Et il suffit d'observer la personne pour savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Dans les années 2015 à 2022, toutes les filles camerounaises voulaient un blanc, ou presque. Qui ne voulait pas un blanc? Tu comprends un peu? Les cybercriminels le savaient. Ou plutôt, de 2010, Eto'o-Fils a commencé à Briscan. 2007. Bon, prenons à 2010. De 2010 jusqu'à 2022, Eto'o-Fils était connu comme quelqu'un qui sort, quelqu'un qui donne. Ça, c'était un fait. Tu comprends un peu? Les cybercriminels savaient que Eto'o donne. Et savaient que les gens savaient que Eto'o donne. Donc, il suffisait juste de se faire passer pour Eto'o, ou dire que je veux te donner telle chose, et c'était OK. Et dites-vous bien que parfois, vous allez vous dire que lorsque quelqu'un va entrer en contact avec Eto'o, il va demander de l'argent. Non. Il y en a qui ne demandaient pas de l'argent. Ils disaient plutôt, Samuel Eto'o, la secte où tu es là. Tiens, mets-moi à l'aide. Et lorsque vous êtes cybercriminel, le monde est tellement bizarre. Et c'est justement le fait que le monde soit bizarre que les cybercriminels se confortent sur leur position parce que personne n'est blanc. Tous nous sommes noirs, tous nous avons des taches sur nous. Tu comprends un peu. Ça, c'est dans le cadre du profilage. Donc, pourquoi les femmes sont plus ciblées que les hommes? Les femmes sont plus émotionnellement instables que les hommes. Les femmes sont plus émotionnellement manipulables que les hommes. Ça, c'est l'unique raison. Tu comprends un peu, non? C'est très difficile de frapper un homme, très facile de frapper une femme. La différence, c'est juste l'émotionnel. Et je pense, justement, l'autre là, ça ne sera pas un événement présent, en présentiel, ça sera peut-être sur Space Twitter. Nous allons segmenter les cas de cybercriminalité les plus connus, justement les criminalités, comment je vais dire, la cybercriminalité liée aux blancs, au faux profil de blancs sur Internet. Comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que ça se termine? La cybercriminalité liée au profil de personnages publics comme Samuel Eto'o. Comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se termine? Et vous allez voir que ça se repose sur des principes trop simples que tout le monde peut faire. Vous comprenez un peu? Et c'est parfois même facile. Figurez-vous, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée. J'évite de dire que c'est une histoire que j'ai vécue. Un jour, sous le faux profil de Samuel Eto'o, il y a une petite fille de 22 ans qui vient écrire. Son problème, elle était amoureuse de Samuel Eto'o.
Tout ce qu'elle voulait, c'était une relation avec Samuel. Elle ne voulait rien entendre. Pour elle, relation, c'était tout. Tu comprends un peu? Maintenant, pour essayer de monnayer, pour essayer de quitter de la relation à l'argent, Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, je ne suis pas censé venir parce que ce n'est pas le thème de notre échange, mais je pioche rapidement. Samuel Eto'o envoie un paquet à la fille depuis l'Espagne. Il était très souvent en Espagne, en disant que voilà, j'étais envoyé un colis et puis patati patata. Tu comprends un peu. Sauf que lorsque le colis arrive ici au Cameroun, la fille est censée dédouaner, non? C'est la procédure normale. Sauf que le douanier qui appelle, ce n'est pas un douanier normal. On demande de l'argent à la fille. Dans le contexte là, il y a quelque chose qui s'est passé. Au moment où la fille part prendre 175 000 francs à son père lui dit, ma fille, on est en train de te frapper. La fille vient dire, Samuel Eto'o, mon père dit que ce n'est pas toi. Il est fou, il est toujours comme ça. Vous voyez? Et tout ça est lié. Oui, tout ça est lié à l'état psychologique, à l'état psycho-affectif, à l'état émotionnel de la victime. Et les cybercriminels, ils sont très forts pour reconnaître cela. Je me limite là sur ce sujet, il ne faut pas qu'on entre trop, qu'on change de sujet en fait, même comme c'est lié à la cybercriminalité. Moi, j'avais une question par rapport à la date qu'on appelle Folle? false flag. Essayez de me dire. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Essayez de me détailler, non, pour que je puisse peut-être. On parle de l'étape que les API. Essaye, il y a une description forcément. On ne peut pas tout connaître. Il y a une description qui dit que ça se passe comme ça. Peut-être dans la procédure, je saurais, mais c'est le terme technique qui va m'échapper. Bon, note-moi, je vais faire des recherches. Note-moi l'orthographe exact, je vais faire des recherches. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on appelle par false flag. Ça ne me revient pas, tout simplement. Peut-être parce que je n'ai jamais entendu parler. C'est très possible. Vous allez voir que dans le conflit, ou plutôt dans la relation qui oppose les attaquants et les défenseurs, on joue au jeu du plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, les postures de sécurité des entreprises seront améliorées. Chaque jour, les cybercriminels vont trouver des petits moyens encore plus efficaces pour arriver au bout de ceci. Et c'est la raison pour laquelle on va voir l'évolution de la posture de sécurité des systèmes d'information évoluer assez rapidement. On est quitté, par exemple, des attaques, comment je vais dire, des attaques isolées. On est quitté des petits cybercriminels qui étaient représentés comme ce petit jeune homme en capuche derrière son petit ordinateur dans la chambre de ses parents, entouré de lumière, de néon ou quelque chose du genre, à des groupes industriels. Ils industrialisent la cybercriminalité. Voilà d'où on part pour arriver. On est quitté, pour citer le cas du contexte camerounais. Ici, on ne parlait que d'antivirus. Même actuellement, ça subsiste. Vous comprenez un peu? Tu entres dans une grande entreprise là. Est-ce que tu as l'antivirus? Ouais, mais c'est démodé. L'antivirus, moi, je n'utilise pas, par exemple. Tu as compris? Donc, c'est pour dire qu'il y a des couches de protection, qu'il y a des solutions de protection qui doivent constituer la base de la sécurité du système d'information et il ne s'agit plus que de l'antivirus qui n'agit que sur le terminal. Mais le terminal, comme son nom l'indique, c'est un terminal. C'est ici qu'arrive. Donc ça, c'est un terminus, tu comprends un peu. Mais dans le parcours de l'information à l'intérieur du réseau, à l'intérieur d'Internet, comment est-ce qu'on fait pour réguler? Comment est-ce qu'on fait pour détecter s'il y a des problèmes? Tu comprends un peu. Donc aujourd'hui, les antivirus, c'est là, mais on va de moins en moins parler des antivirus. On va plus parler d'autres outils de sécurité. Voilà la posture qui est la nôtre de nos jours. Dites-vous bien qu'il y a une course existentielle entre les cybercriminels d'un côté et les défenseurs des entreprises de l'autre côté, où chacun de son côté affûte ses armes, où chacun développe ses compétences. Et pour essayer
de changer tous ces games, il y a un facteur qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est venu changer beaucoup de choses. L'intelligence artificielle. Autant ça sert dans l'amélioration des postures de sécurité des entreprises, autant ça sert les cybercriminels à peaufiner, à industrialiser, à automatiser leur processus d'attaque. Donc, tout dépend de votre posture et c'est donc la raison pour laquelle la semaine prochaine, nous allons évoquer le thème, le rapport qu'il y a entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, justement. Et dites-vous bien que dans ce secteur qui est le secteur de la cybersécurité, point de sommeil, on ne dort pas. Nous sommes toujours en train de chercher de nouvelles techniques, toujours en train d'améliorer les techniques qui existent, toujours en train d'améliorer notre posture de sécurité, toujours en train de rechercher de nouvelles tactiques, techniques et procédures telles que décrites par le framework MITRE ATT&CK, etc. Voilà ce qui résume en fait la vie d'un cybercriminel ou la vie d'une personne qui protège le système d'information d'une entreprise. Personne ne se repose, ça c'est ce qui est sûr. Si c'est OK, on était censé finir à 18h30, nous sommes à 39, dans 10 minutes de plus. Si c'est bon, je vais vous remercier d'être là et espérer aussi. Madame, le voyage a été avec la fatigue. Ah, mais vous êtes engagé, hein? Pas tout à l'heure. Quitter Yaoundé pour participer à un événement ici, il faut avouer que même moi, si... Voilà, c'est cool. Normalement, même si vous avez le temps la semaine prochaine, samedi matin, vous prenez le bus de Touristique Express. Le premier bus part à 4 heures. Voilà, justement, c'est ce bus-là. En dehors de ça, il y a le train, il y a tout. Je suis un habitué du tronçon. Voilà, donc je vous remercie énormément parce que nous avons l'habitude de tirer sur les jeunes Camerounais et c'est un fait. Nous n'aimons pas voyager pour le savoir. Il est plus facile pour un Malien de quitter Bamako pour Douala pour la recherche du savoir que pour quelqu'un qui vit à Yaoundé de quitter pour venir ici à Douala. Et puis vous avez brisé cette règle. C'est très important. C'est ensemble qu'on va constituer cette communauté. Vous voyez, tout est nouveau, vous voyez un peu. Il faut un lead extrêmement fort dans le secteur de la cybersécurité si on veut contrebalancer les choses. Et c'est ensemble qu'on le fera. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'un groupe de personnes. Chacun y met du sien et on progresse. C'était le Cyber Safari. On se reprend la semaine prochaine. Vous ne payez plus, hein? Je suis trop gentil. Vous ne payez plus. On se prend la semaine prochaine à la même heure, 16h00. On sera là pour essayer de discuter entre le rapport entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On vient ici tout simplement pour une petite photo de famille. Ça me fera grandement plaisir. Et je remercie aussi nos partenaires qui sont là pour la prise vidéo, pour la prise photo. Il y a le grand Bacadal. Voilà. Je sais que vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître.